retour pour notre focus numéro 3, coup de projecteur sur la cohésion dans un jour sans fin. Un jour sans fin, une crise sans fin, ce sentiment collectif d'étirement du temps face à une pandémie dont on voit mal le terme. Première vague, confinement très strict. Deuxième vague, manque de perspective, risque pour soi, pour son emploi, pour son activité et calendrier assez imprécis. Étirement du temps aussi par de nouvelles méthodes de travail chez soi qui obligent à se forger de nouveaux repères, qui imposent un management à la fois plus empathique, mais aussi peut-être parfois intrusif, qui s'invite dans la sphère privée. Pour en parler avec nous, 5 invités. En duplex, Gilles Gatto, directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. L'amiral François Dupont, en duplex également, qui évoquera notamment ses expériences dans ces sous-marins. Avec moi en plateau, Mathias Poffs, délégué général Hauts-de-France d'EDF. Et puis encore en duplex, Bruno Courme, directeur de la Fondation Total. Et puis Angélique Guettier, directrice de mission conseil et transformation chez Will. Gilles Gatto, on va démarrer avec vous. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez, vous m'entendez? Vous m'entendez? Absolument. Très bien, je vous vois maintenant. Donc, directeur général de l'APEC, merci d'être avec nous. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités opérationnelles en tant que DRH, notamment à Air France. Vous avez également officié au sein de plusieurs cabinets ministériels, aux côtés de 2 premiers ministres, Lionel Jospin, Manuel Valls, aussi de Michel Sapin, qui était alors ministre du Travail. Donc, vous avez une expérience à la fois de cabinet, à la fois opérationnelle. Cadre Emploi a publié une étude au début de ce mois, réalisée avant le reconfinement, auprès des cadres qui évaluent leurs managers, et les critiques sont très dures. Ils les jugent autoritaires, coercitifs, directifs, négatifs. Est-ce que vous partagez ce jugement? On a, selon les entreprises, des styles de management qui peuvent être un peu différents, mais dans lesquels parfois on peut retrouver les qualificatifs que vous évoquez, mais dans lesquels très souvent aussi on en trouve d'autres. Vous avez parlé de l'empathie, vous avez parlé de la capacité à maintenir un collectif de travail, et si on parle de cohésion sociale, c'est évidemment un élément essentiel. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que bravo pour ce thème, parce que tout le monde est très focalisé sur 2 des enjeux du moment, l'enjeu de la santé, bien sûr, et l'enjeu de la crise économique et de la performance économique. Mais il ne faudrait pas oublier le 3e enjeu qui est sur la table aujourd'hui, très mis à mal par la crise que nous traversons, qui est celui justement de la cohésion sociale, et ça inclut la cohésion aussi dans le travail. Donc la crise Covid a vraiment secoué, met en péril quelque part certains éléments de cette cohésion, et les cadres, pour ce qui concerne l'APEC, on est évidemment particulièrement attentifs et particulièrement impliqués dans pour ce qui les concerne. Il y a des répercussions très directes, double répercussion d'ailleurs, à la fois comme salariés eux-mêmes et comme citoyens, et puis comme managers, vous venez d'en parler, en charge précisément de veiller ou d'entretenir la cohésion du collectif dans une période où elle est très mise à mal. Voilà. Pourquoi est-ce que la période est spécialement dure pour l'encadrement? Parce que la cohésion des entreprises, dans les entreprises, elle est d'abord mise à mal à un niveau micro, au niveau de l'équipe de travail. Ce niveau précisément où le manager de proximité a un rôle essentiel pour maintenir cette cohésion d'équipe, alors même que soit elle a complètement disparu en tant que quantité physique, parce qu'on est dans des activités qui ont été arrêtées pendant le premier confinement. Je rappelle, des millions de salariés se sont trouvés pour tout ou partie en activité partielle, donc de fait décrochés du travail, soit qu'ils étaient au travail mais dans du télétravail, c'est-à-dire isolés chez eux, et évidemment une situation qui n'était pas complètement nouvelle, celle du télétravail, elle existait dans certaines entreprises déjà, mais certainement pas à cette échelle, et certainement pas de façon subie, comme il a fallu la subir. Donc, les managers de proximité, ils ont déployé beaucoup de
d'activité, d'attention, d'invention parfois, pour essayer de maintenir cette cohésion, faire des chats internes, des apéros virtuels, essayer d'entretenir une forme de convivialité aussi à distance. Mais on voit bien que jusqu'au niveau le plus élémentaire à l'intérieur de l'entreprise, celui de l'équipe de travail, ils ont été finalement un peu un maillon essentiel pour maintenir une cohésion. C'est vrai aussi à un niveau plus large dans les entreprises de plus grande taille, dans lesquelles la cohésion, elle peut jouer dans l'entreprise dans son ensemble. Vous avez mentionné Air France, dont j'ai été effectivement le DRH. Typiquement, voilà une grande compagnie aérienne dans laquelle les différents métiers se trouvent très sérieusement impactés par cette crise à des degrés divers et de façon différente, et maintenir dans n'importe quelle grande entreprise, peut-être notre collègue d'EDF évoquera ce sujet aussi tout à l'heure, c'est important qu'à l'échelle de l'entreprise, entre les différents métiers, et en particulier dans des entreprises où certains demeuraient en activité, parfois en première ligne, sur un certain nombre de sujets, et d'autres, par contre, étaient soit mis en activité partielle et parfois de très longue durée, certains le sont depuis le mois de mars, hein, et ou au contraire en télétravail, ça pouvait faire naître aussi un problème de cohésion à l'intérieur de l'entreprise. Plus facile dans les entreprises qui étaient très exposées dans la crise. Je pense bien sûr à l'hôpital, je pense à toutes ces entreprises qui ont été extrêmement mobilisées dans la crise et où la cohésion, la solidarité a été très forte. On l'a vraiment vu à l'hôpital avec des gens qui rejoignaient les services de réanimation sur du volontariat. C'est très exemplaire, mais aussi dans des entreprises qui, par contre, se sont trouvées plus écartées parce que jugées moins essentielles. C'est l'idée de crise durable qui conduit à modifier le management, ou c'est l'idée de télétravail subi? Est-ce que la notion de durabilité a un impact? Alors, il est certain qu'on sortira de la crise différent de comment on y est rentré sur cette question du télétravail. Je ne suis d'ailleurs pas persuadé qu'il faille appeler ce que l'on vit en ce moment télétravail. C'est une forme un peu différente parce qu'elle est justement subie. Mais lorsque nous sortirons de cette crise, il y aura une organisation du travail qui aura brutalement changé, évolué, parce qu'on ne reviendra pas au cadre antérieur. On l'a vécu à l'APEC, qui est aussi un employeur, hein, qui est consultant de l'APEC, travaillait très peu en télétravail avant la crise du mois de mars. Hein, il y avait à peine 15% des effectifs qui étaient en télétravail et maximum un jour semaine. On a conclu au mois d'août un accord de télétravail qui prévoit de faire jusqu'à 100 jours par an en télétravail pour tous les métiers. Donc on voit bien que le cadre nouveau ne sera pas le même. Et dans les compétences que chacun devra acquérir, pas seulement les managers, mais aussi chaque salarié, il y a cette capacité d'autonomie que suppose la capacité de faire du télétravail. Et pour les managers, cette capacité à changer leurs relations et changer le mode de relation avec chaque collaborateur et d'animation de l'équipe pour tenir compte de cette nouvelle donne, finalement, qu'on n'a plus les gens sous la main, sous le regard, et qu'on ne les réunit plus de la même façon. Et que donc on doit leur faire confiance. Merci beaucoup Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, d'avoir été avec nous en duplex. Merci. On va maintenant rejoindre l'amiral François Dupont, qui va nous rejoindre très rapidement. Pendant 20 ans sous-marinier, ancien commandant de sous-marins nucléaires. Vous animez aujourd'hui des séminaires sur le commandement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amiral Dupont. Je suis là, bonjour. Bonjour. Finalement, vous êtes peut-être le mieux placé pour parler de ce jour sans fin, non? En tant que sous-marinier. En tant que sous-marinier, je peux dire que je peux parler à la fois du temps long, à la fois de l'éloignement, de la rupture avec le monde normal, puisque nous partons pendant des patrouilles de 70 jours, très loin de nos familles, en abandonnant d'ailleurs nos familles.
que nous sommes dans un univers qui est un univers à risque, puisque le sous-marin immergé à plus de 300 mètres de profondeur est en lui-même un risque, et qu'enfin, il y a à bord du sous-marin un équipage de 111 personnes qui doivent vivre pendant ces 70 jours ensemble et qui doivent rentrer le mieux en forme possible au bout de ces 70 jours. Alors, pas le moyen d'aller faire un tour. 70 jours sous l'eau, 70 jours sans savoir précisément pour les hommes où ils se trouvent sous l'eau. Est-ce qu'on perd la notion du temps? Alors, c'est une question qu'on s'est posée très vite lors des premières patrouilles et on a essayé de laisser dériver le temps en disant que finalement, chacun allait trouver son temps à lui. Mais très vite, on s'est arrêté parce qu'il y avait des gens qui avaient des journées de 27 heures, d'autres plutôt de 22 ou 23 heures. Donc, on impose maintenant que le temps soit le temps de 24 heures et on marque ce temps, en particulier la nuit, en éteignant les lumières, de façon à bien marquer qu'il y a un jour et une nuit. Et je pense qu'une des clés d'ailleurs de la gestion de l'incertitude, c'est surtout pas de laisser défiler le temps comme si on avait le temps de paresser, de faire la grasse matinée, etc. Au contraire, il faut marquer des étapes. Chaque jour est une étape dans laquelle il y a des choses qu'on fait, des choses qui changent. Chaque semaine, ce sont des étapes différentes. Et c'est ce qui permet aussi de gérer ce temps très long. C'est une situation pour les hommes qui sont à bord qui est totalement hors du commun. Et pour les femmes maintenant, mais à l'époque c'était les hommes. J'entends dire les femmes. À l'époque, c'était les hommes. Vous dirigiez des hommes. L'un des ressorts, c'est la confiance entre vous qui permet d'accepter cette situation totalement exorbitante du droit commun et de la vie normale, en fait. Alors, il y a trois clés, si je puis dire. La première clé, c'est la clé de la mission, c'est-à-dire que lorsqu'on part en patrouille pendant 70 jours pour une mission de dissuasion nucléaire, ce qui rassemble l'ensemble, y compris dans l'équipage du commandant au plus humble, c'est la mission. Aucun d'entre nous ne serait pas là s'il n'y avait pas cette mission extrêmement importante pour la France. D'accord. Ensuite, il y a une autre clé qui est celle de l'autorité. Alors, on dit souvent, mais c'est drôle parce que le commandant dit quelque chose et tout le monde se met au garde à vous. Et en fait, c'est un peu plus subtil. Parce que sur un sous-marin, les responsabilités sont réparties, et à partir du moment où on répartit les responsabilités, c'est une certaine façon de répartir aussi l'autorité. C'est-à-dire que chacun a une partie de l'autorité. Et derrière cette autorité, il y a le respect des uns pour les autres, quelle que soit, une fois encore, la répartition de l'équipage. Puis, il faut forcément, bien sûr, pour que ça fonctionne, beaucoup de bienveillance. On peut paraître un peu désuet, mais vous n'embarquez pas des hommes simplement parce qu'ils ont une compétence technique, mais vous les embarquez aussi parce qu'ils ont des personnalités, que vous pourrez faire appel à ces personnalités dans des moments un peu compliqués. Si un marin appelle un être proche, vous lui annoncerez pas comme ça, sans faire attention, ce décès, vous passerez par des gens qui le connaissent mieux, etc. etc. Donc, on s'intéresse beaucoup à ce que j'appelle la météo, au climat de chacun, au climat d'ensemble et au climat de chacun au long de ces 70 jours. Vous avez opéré dans des sous-marins classiques, puis des sous-marins nucléaires. Donc là, c'est un espace qui est encore plus étroit, l'espace. Est-ce que c'est plus dur quand on est dans un lieu encore plus confiné? Est-ce que ça apparaît encore davantage sans fin? C'est un lieu qui est confiné, c'est un lieu qui n'est pas inconfortable, contrairement aux sous-marins classiques que j'ai connus et qui étaient des sous-marins qui venaient plus de la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà un certain temps. Les sous-marins nucléaires sont des sous-marins dans lesquels on peut prendre une douche tous les jours, dans lesquels on est très confortablement installé, et puis chacun a sa discipline de façon à ne pas se gêner. Et la première des disciplines, c'est soi-même de se dire, j'ai choisi d'embarquer sur un équipage, je suis parti en patrouille, donc mes affaires à moi, je vais les garder pour moi et je me discipline pour que ça se passe le mieux possible. Mais il est certain qu'on est confiné et que quand on revient à terre, on peut revenir dans une situation qui a évolué pendant que nous étions partis, que nous n'avons pas connue, comme par exemple les attentats qui ont eu lieu en 2016 ou en 2015, et qui n'étaient pas connus de l'équipage avant la veille du retour. Seul le commandant était prévenu
de façon à ce que le moral de l'équipage tienne le coup. Donc, on passe d'un univers à un autre assez facilement, ou au contraire, si c'est difficile, il faut accompagner ce passage. Est-ce que ce qu'on vit dans un sous-marin, ce jour sans fin, cet espace clos et ce temps qui est très long, ces 70 jours, est-ce qu'il y a des recettes de management qui sont transposables dans la crise actuelle et ce sentiment, là encore, de crise sans fin? Alors, je crois qu'une des recettes, il y a plusieurs recettes. La première, c'est celle que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut marquer le temps et ne pas se dire on est dans une crise sans fin. Il faut donner au cerveau, parce que le cerveau déteste être dans l'incertitude, il faut lui donner des repères qui lui permettent lui-même de se fixer. Alors, ça paraît tout bête, mais le repère des repas, le repère du dimanche, le repère du quart, c'est-à-dire de la fonction qu'on va occuper pendant un certain temps, la cohésion des équipes que nous faisons avant de partir pour être sûr que ces équipes fonctionnent, le fait tout simplement de fêter les anniversaires à bord, de fêter aussi quelquefois les jours de l'an en marquant un peu différemment ce qui se passe ce jour-là et en ne disant pas c'est un jour comme un autre. Non, ce n'est pas un jour comme un autre. Et puis je reviens sur cette parfaite connaissance qu'on doit avoir des hommes sur leur météo personnelle. Et on ne peut pas commander de la même façon un jour normal et puis un soir de Noël où on sait que chacun aura sans doute l'esprit pris un peu ailleurs. Et donc c'est à la fois une exigence de discipline et puis tenir compte de chacun pour ce qu'il est en termes, une fois encore, de compétences techniques, de personnalité, mais pour ce qu'il vous apporte parce que il est un homme ou une femme maintenant aussi qui peut vous apporter autre chose et qui peut vous enrichir. Vous, à l'époque où vous commandiez des sous-marins, c'était un univers exclusivement masculin. Aujourd'hui, il y a des femmes, vous venez de le dire. Est-ce qu'à votre avis, ça change la manière de diriger quand on est 70 jours ensemble dans un lieu clos? Alors, il faut dire d'abord quand même que les femmes sont depuis plus de 25 ans dans la marine française. Les sous-marins ont été les derniers à accueillir des femmes. Pour l'instant, on en est encore au stade de l'expérimentation. Les premières ont embarqué au printemps 2018. C'était quatre femmes qui étaient 4 officiers, donc responsables de service, dont le médecin. Et moi, il se trouve que j'ai rencontré le médecin qui a été absolument ravi de sa patrouille. Et je lui ai demandé si ça s'était bien passé. Il y avait quelques officiers qui étaient avec moi qui lui ont demandé aussi si tout le monde s'était bien comporté avec elle. Et ça lui a semblé une question très bizarre. Voilà. Donc, je comprends que la génération qui arrive maintenant a été mixte depuis très longtemps. Il n'y a pas de question de compétence. Forcément, c'est long pour elle et pour nous. Et le respect mutuel fait que ça ne change pas grand-chose. Mais on est au début de cette expérimentation. Merci beaucoup. Merci, Amiral, d'avoir été avec nous en duplex. Je vais me tourner maintenant vers vous, Mathias Pops, délégué général Hauts-de-France d'EDF. Dans cette crise dont on ne voyait pas l'issue, ce jour sans fin, EDF est le seul énergéticien à être sorti avec une notoriété qui a progressé, une progression de notoriété. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je dirais que EDF est un peu une entreprise, a toujours été une entreprise particulière, née de la solidarité nationale en 1946, à l'issue d'une autre crise d'une ampleur bien plus importante. Mais je pense que ce qui est sorti, grandi au-delà de la notoriété d'EDF, c'est la notion de service public. Et au travers de nos missions de service public qui ont été mises à mal, mais qui ont tenu pendant cette crise, les Français ont pu se rendre compte de l'importance. Alors on parlait des hôpitaux tout à l'heure, on parlait des secteurs. Je dirais qu'on est redescendu de notre pyramide de Maslow professionnelle avec la santé, l'énergie, les moyens de transport, de déplacement, la nourriture également. On a reparlé des cycles courts, de ceux qui produisaient. Enfin, voilà, ça nous a ramené quelque part à une réalité. Mais je pense que elle a été multiple au sein de l'entreprise EDF, c'est-à-dire qu'il y a à la fois eu un impact interne, c'est-à-dire que comme toute entreprise, comment le corps social, comment les salariés, comment les managers se sont adaptés. Alors comme le disait Gilles Gâteau, il y avait plusieurs catégories, puisqu'on avait ceux qui pouvaient travailler à distance. Alors là aussi, je le rejoins, je parle de travail à distance et pas de télétravail, puisqu'on avait depuis de longues, mais je reviendrai tout à l'heure, mais on avait commencé des expérimentations sur le télétravail. Là, c'est un travail à distance, puisqu'il a été quelque part subi, et en totalité très très vite.
Ensuite, il y avait ceux qui maintenaient l'outil industriel, si j'ose dire, dans les centrales de production, les barrages, mais également sur les réseaux avec notre filiale Enedis, ou encore, et je tiens le souligner et les remercier, dans nos filiales comme Dalkia, qui étaient présents auprès des services techniques des hôpitaux, puisque nous opérons notamment dans cette région historique avec la Générale de Chauves, qui était le siège historique de Dalkia avant que ça devienne l'entreprise Dalkia, à côté des services techniques pour ouvrir les chambres de réanimation et traiter le traitement de l'air, etc. Donc on avait des techniciens qui tous les jours étaient au service des malades dans les hôpitaux. Et donc cette continuité d'activité couplée à du management avec du travail à distance qui a coexisté. Donc vous avez réinventé d'une certaine manière le télétravail pendant cette crise? Alors, je ne sais pas si on a réinventé, en tout cas... En tout cas, une nouvelle manière de manager en télétravail. Exactement. Qui préexistait, mais qui est un petit peu... La gestion de crise, c'est s'adapter à son environnement. Vous le disiez tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Et ce matin Jean-Pierre Letard, Pierre de Villiers parlait de la gestion de crise comme étant quelque part une obligation de réussite, pas une obligation de moyens. Donc c'est quelque chose des crises, on parle des crises climatiques, on a connu sur le réseau, avec les tempêtes ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui a une grande habitude de gestion de ces crises. En revanche, je pense que c'est la première fois, on parlait de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'on a une crise qui touche chacun dans sa chair. C'est-à-dire si on reprend les crises financières, vous alliez voir quelqu'un dans la rue, Lehman Brothers, tout ça, c'était très lointain pour lui. On parle du Covid, ses enfants, ses proches, sa famille peut être touchée. On n'a pas du tout la même réaction vis-à-vis de cette crise-là que l'on peut avoir une crise qui paraît lointaine. On est vraiment en contact direct. Et donc ça change les rapports, donc les rapports humains, parce qu'il n'y a plus de distanciation, il n'y a plus de relations sociales, on doit mettre en place des gestes barrières qui, quelque part, éloignent. Et quand on parle de cohésion, on est en train de parler de cohésion dans un contexte qui nous tend à être éloigné. Alors, éloigner rapproche, parce qu'en même temps, vous rentrez quelque part dans la vie des gens, dans leur univers familial. Cette crise revisite aussi les relations entre le privé et le professionnel. Comment est-ce qu'on gère ce basculement dans une relation qui est d'une nature forcément différente avec ses collaborateurs? Alors ça, je pense qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le premier confinement, on continue à le vivre dans cette crise sanitaire. C'est que, je le disais, du fait de cette crise qui touche au plus profond de soi, c'est que maintenant, pour continuer l'activité, on est contraint et quelque part, on le fait dans le cadre de son management. Alors, manager, Saint-Exupéry disait que c'était unir les hommes. Dans ce contexte particulier, pour réussir à continuer à unir les hommes, il faut bien prendre leurs contraintes actuelles. Et on voit que cette frontière privée-professionnelle a été déplacée, qu'on a dû tenir compte des principes de personnes qui étaient fragiles, des personnes qui avaient des problèmes de garde d'enfants, des personnes qui avaient des problèmes de déplacement, des personnes qui techniquement n'étaient pas forcément à l'aise. En général, on parlait tout à l'heure avec les digital natives. Certains étaient beaucoup plus à l'aise avec le numérique que d'autres. Et donc, il fallait gérer cette diversité et quelque part retrouver cette cohésion pour aller et maintenir la mission qui est la nôtre, et notamment les missions de service public que j'évoquais tout à l'heure. Donc on voit que ça a changé les façons de manager, et je pense que c'est durablement que ça les aura changés. Et par contre, ça fait... Ça les change en quel sens? Ça crée un management plus empathique, qui prend davantage en compte ces critères personnels, les difficultés personnelles? Je pense, ouais. Mais il faudra voir... Qui fait davantage confiance aussi peut-être? Exactement. Moi, je pense que, de fait, là, on parle de subsidiarité managériale, c'est un terme que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire comment, quelque part, une fois qu'on a défini et co-construit notre vision et notre but, la traduction opérationnelle de cette vision, comment on fait confiance à chacun. On ne peut pas être en hyper-contrôle en travail à distance. C'est infaisable. C'est-à-dire ce que vous faites d'habitude à la machine à café, prenez cet exemple-là, le matin, vous arrivez, vous avez 7 personnes, 7 collaborateurs, collègues, à une machine à café, et vous discutez. Vous avez une interaction avec 7 personnes. Vous voulez faire la même chose à distance, c'est à minima 7 coups de téléphone, voire plus, parce qu'il y a des réactions et on n'est pas tous ensemble. Alors ça a été, on l'a dit tout à l'heure, remplacé par des cafés virtuels avec des outils. Je pense qu'on est devenu spécialiste de tous les outils, de Teams, passant à Zoom, GoMeeting, enfin je pense qu'on les a tous fait, vous et moi. Et derrière, c'est comment on utilise ces outils. Et par contre, le travail du manager n'a pas changé. C'est-à-dire comment unir les hommes, sauf que les contraintes sont plus grandes.
Et il faut bien voir que si lui doit continuer à maintenir cette dynamique d'équipe, il est aussi, lui, inscrit dans une dynamique globale. Et donc, il est un peu happé. Pression plus forte sur lui? Je pense qu'il est happé vers ses équipes, happé vers son encadrement à lui également. Et quand on est dans une mission de service public comme la nôtre, où quelque part le résultat ne doit pas s'en ressentir, il faut être créatif. Sauf que c'est un autre travers, c'est qu'on parle souvent de la communication. Alors généralement, quand vous allez dans une formation sur la communication, on vous explique que seul 10% de la communication est verbale et que le reste, c'est les interactions. Mais il se trouve qu'on a géré cette crise avec peut-être pas 10%, mais peut-être 20%, soyons généreux. On a géré cette crise avec le numérique et 20% de nos capacités de communication. Et donc, comment un manager au quotidien va chercher les signaux faibles, va chercher la personne qui ne s'exprime pas forcément, mais qui, par son comportement, va traduire un malaise, un mal-être, ça, vous ne pouvez pas le voir à distance. Et donc, il faut développer des moyens pour être en contact, et donc beaucoup plus de contacts interpersonnels, et donc du temps pour appeler, pour communiquer, et être capable d'être en relation permanente avec ses équipes. Et la relation client, j'imagine que certains de vos clients, ici, ont connu aussi, dans le Nord, ont connu des difficultés. Est-ce que dans ces situations-là, on est aussi un acteur de la solidarité nationale quand on s'appelle EDF? Exactement. Je parlais de l'impact interne. Le deuxième impact, c'est celui que vous soulevez. C'est l'impact externe vers nos clients. C'est-à-dire, on parlait de cette cohésion et cette mission de service public. Très tôt, on s'est rapproché avec la région, la CCI, avec le MEDEF, et on a cherché à mettre en commun nos forces. Et donc, très tôt, ici dans la région, un numéro unique pour orienter les entreprises, notamment, a été mis en place. Et donc, les plateaux clientèle des équipes entreprises qui sont à EDF ont permis d'accueillir, et parfois des clients qui étaient un peu perdus, désorientés. On a permis de les réorienter sur cette plateforme unique qui les guidait, et on a permis d'avoir quelque part une gestion collective de cette situation qui était, je dirais, plus résiliente. Et d'un autre côté, sur les clients les plus fragiles, les clients particuliers, les clients qui peuvent rencontrer des difficultés avec leur facture d'énergie également, eh bien, on a décidé de reporter les échéances de facturation. Et c'est ce qu'on a refait là, puisque jusqu'au 15 janvier, aucune facture ne sera exigée avec des pénalités de retard, ou si jamais il devait y avoir une baisse de puissance ou une coupure, on a retardé tout ça, et pour à chaque moment être sûr que quelque part sa relation à l'énergie ne soit pas un facteur aggravant d'une situation de crise. Donc on est vraiment dans une pierre à l'édifice de la solidarité nationale, et je dirais que c'est un peu historique dans les missions de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je vais maintenant accueillir Bruno Courme, directeur de la Fondation Total, qui est en duplex et qui m'entend, je pense. Vous m'entendez? Et je vous vois et je vous entends. Vous avez, vous, une très forte expérience à l'international. Avant de diriger la Fondation Total, vous avez occupé des postes dans des pays aussi différents que la Norvège et le Nigeria, par exemple, pour citer deux exemples assez différents. Est-ce que la conception que l'on a de la cohésion au travail est très différente selon sa culture d'origine? Alors, je crois que la culture elle a un fort impact évidemment sur nos comportements, et en particulier ceux qu'on utilise dans l'environnement professionnel. C'est notamment toute la question des cultures implicites, explicites, avec les Français, par exemple, les champions du non-dit. Et donc la cohésion au travail, elle en est tributaire. Je pense que la clé pour dépasser justement ces difficultés, c'est la capacité à créer une culture d'entreprise commune, d'avoir une ambition, des projets communs au niveau de l'entreprise. Et je vais vous donner peut-être deux exemples. Au-delà de la Fondation Total, je m'occupe d'un programme qui est un peu plus large, qui s'appelle Total Foundation. Alors le nom est peut-être un peu mal choisi parce que c'est la traduction anglaise, mais c'est un programme en fait qui est déployé au niveau mondial par le groupe Total, dans toutes ses filiales, dans tous ses sites. En France, c'est via la Fondation Total, mais en fait c'est un programme qui a une cohérence globale, et il recouvre toutes les actions d'intérêt général du groupe Total dans le monde. Et donc, toute filiale ou tout site peut déployer des activités sous cette bannière ou sous ce label, si vous voulez, dont la Fondation en France. Et ça, c'est un facteur de cohésion très fort pour le groupe. Et le deuxième exemple que je citerai, toujours dans la même veine, pour aller un petit peu plus loin dans cette cohésion interculturelle, on déploie un programme d'engagement solidaire des collaborateurs dans le monde, qui est le même. C'est-à-dire que chaque collaborateur Total peut donner jusqu'à 3 jours de son temps de travail
pour soutenir une association d'intérêt général dans le monde. Voilà. Et qu'ils soient au Nigeria, qu'ils soient en Norvège, aux États-Unis ou en Chine, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on l'a déployé dans 58 pays. À terme, j'espère qu'on sera dans 130 pays. Mais voilà, c'est un facteur Et très ça fort, fonctionne, je pense, ça de marche cohésion. Ça marche, ça fonctionne, Alors, il y a une bonne réaction. Si on tient compte des différences culturelles, effectivement, parce que l'engagement solidaire aux États-Unis n'est pas du tout le même que celui en France. Mais oui, ça marche. D'accord. Cette crise n'était pas prévisible, hein. On l'a dit tout au long de cette journée, elle est tombée sur chacun d'entre nous. Mais est-ce que la cohésion en temps de crise, c'est quelque chose qui se prépare avant une crise qui est par nature imprévisible? Alors, moi, je fais partie d'une génération où le service militaire était encore obligatoire. Donc, même si ça fait bientôt 30 ans, on m'a appris quelque chose que j'ai bien retenu, c'est entraînement difficile, guerre facile. Alors, j'espère qu'on ne me contredira pas. Il y a beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Alors oui, vous me direz, les crises, c'est imprévisible. Ceci dit, même si on ne sait pas quand elles arriveront, ni la forme qu'elles prendront, on peut se douter qu'à un moment, ça va arriver. Tant mieux si ça n'arrive pas. Donc, moi, en termes de cohésion, j'ai une conviction qu'il y a un élément clé, c'est d'arriver à créer un climat de confiance dans une équipe, en temps de paix, si vous me pardonnez l'expression. Et à nouveau, j'aime bien les exemples. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'utilise un outil qui est très simple, qui vous donne des clés sur les caractéristiques principales de la personnalité d'un individu, sur ses préférences dans ses relations avec les autres, ou sur son comportement quand il est sous stress. Alors c'est un outil basique, hein, c'est pas très élaboré, mais c'est très utile en temps entre guillemets normal, parce que ça vous donne des clés pour adapter votre comportement aux autres, ça aussi pour comprendre la dynamique au sein d'un collectif. Et quand on arrive dans une période telle que celle qu'on vient de vivre, en termes de cohésion d'un comité de direction, par exemple, c'est clé. Parce que voilà, on connaît les membres, on sait comment ils vont réagir, on peut anticiper leurs difficultés, et ça marche d'ailleurs. Enfin, ça nous a été tellement utile qu'on est en train de le déployer dans toute l'équipe. En fait, c'est un outil de connaissance psychologique. Alors voilà, psychologique peut-être un grand mot, mais de connaissance de soi et des autres. Et le fait de le déployer dans une équipe entière, ça aussi c'est un outil de cohésion au travail, parce que vous avez un projet commun en fait. La crise s'est traduite pour vous aussi par des méthodes de travail différentes. On a parlé du télétravail, hein, des téléconférences. Comment ça s'est organisé concrètement chez vous? Voilà. Bon, l'usage de la vidéoconférence, je crois qu'on en a beaucoup parlé, on est tous devenus des experts. Bon, le rythme des réunions. Moi, ce que je retiens, notamment, c'est que il faut des réunions beaucoup plus fréquentes et une communication beaucoup plus horizontale. On voit un besoin, la communication verticale par la hiérarchie, la voie hiérarchique classique est beaucoup moins efficace. Vous avez besoin de toucher le plus grand nombre, le plus rapidement possible. Et notamment, ça génère des problématiques un peu inédites, comme comment est-ce que vous gérez la prise de parole de plusieurs dizaines de personnes dans la même réunion Zoom ou Teams sans créer de frustration. Donc c'est des choses qui sont qu'on n'avait pas expérimentées avant. Et une autre leçon que je retiens, bon, nous on est une fondation, on est très sollicité, on l'a beaucoup été pendant cette période. On a mis en place très vite, dès la deuxième semaine de mars, une task force pour répondre à toutes les demandes qu'on a reçues d'aide sociale notamment. Parce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé aux volontaires dans l'équipe et on les a mobilisés autour d'un projet commun. Et en fait, on se rend compte, c'est une évidence probablement pour beaucoup, mais que focaliser les gens sur les soucis des autres, finalement, ça les aide énormément à dépasser les leurs. Vous avez le sentiment que la relation au travail, le rapport au travail a changé du fait de cette crise infinie, encore une fois? Oui, je pense que ça va changer et les changements vont durer, je pense. On parlait jour sans fin. Alors pour moi, jour sans fin, c'est Groundhog Day, c'est à la fois le jour qui se répète et puis c'est l'absence de perspective. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de se placer dans une perspective de long terme, et donc quelque chose, un système qui soit durable, un mode de fonctionnement qui soit durable. Par exemple, dès le retour après le premier confinement au mois de mai, on a choisi de se mettre à 2 jours de télétravail par semaine, parce qu'on sentait que s'il y aurait un nouveau confinement, et c'est bien ce qui s'est passé, le changement serait moins brutal. Et on se rend compte en fait que la difficulté pour les collaborateurs, c'est le changement, notamment pour les plus fragiles. Tout ce qui est stop and go,
est difficile. Ce qui m'a frappé, par exemple, lors du premier confinement, ceux qui ne voulaient pas partir en confinement ont été les premiers à vouloir retarder leur retour sur le lieu de travail parce que probablement ce sont les plus fragiles pour qui le confinement a un impact très fort et difficile à gérer. Voilà. Je fais de la course à pied. Pour moi, le premier confinement, ça a été un sprint. On est dans un marathon aujourd'hui. Et pas s'essouffler. Vous développez un programme d'accompagnement de vos partenaires aussi dans une logique de solidarité? Oui, alors effectivement, donc nous, nos parties prenantes, c'est donc au-delà de l'équipe, hein, on a la cohésion au niveau de tous les collaborateurs du groupe Total, et au-delà de ça, donc c'est la cohésion avec nos partenaires. Je crois que le monde associatif a été très durement secoué, et on se retrouve dans un effet de ciseau, si vous voulez. Vous avez une crise des besoins sociaux qui augmente, avec probablement une crise sociale qui est devant nous aujourd'hui. En même temps, des financements qui baissent parce que vous avez des entreprises en grande difficulté. Donc, j'ai 2 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est qu'un groupe comme le nôtre, on a une forte résilience. Hein. Donc, on a une certaine forme de responsabilité pour soutenir nos partenaires associatifs, une forme de solidarité, je pense, qui est un des facteurs de cohésion dans le long terme. Et j'irai plus loin. Dans cette crise, il y a une forme d'opportunité aussi, dans le sens où on se rend bien compte que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a des difficultés pour faire travailler les acteurs ensemble, notamment dans le domaine de l'intérêt général, et que cette crise qui secoue un peu tout le monde, ça peut remettre les choses à plat. Donc on vient par exemple de créer avec un acteur qui s'appelle le Rameau, un fonds ODD 17, puisqu'on parle des objectifs de développement durable, pour soutenir les alliances en faveur de l'intérêt général. On va essayer de s'engager dans ce domaine un peu plus. Et puis le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'autre facteur, à mon avis, important de cohésion sociale, c'est vis-à-vis de la jeunesse, parce que aujourd'hui, c'est eux qui en pâtissent particulièrement. Donc, c'est un axe fort de notre fondation. Là, par exemple, on lance une école à Stein, dans le nord de Paris, qui s'appelle l'Industrie. On va essayer de former des jeunes à des métiers de l'industrie de demain. Donc, on va essayer d'accueillir jusqu'à 400 jeunes par an pour leur donner une formation, alors avec des méthodes un peu innovantes. Voilà, je pense que l'insertion par l'accès au travail, ça va être un vecteur fort de cohésion sociale dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré ce moment. Merci à vous, Bruno Courme. Je vais me tourner maintenant vers Angélique Guettier, dans quelques instants, qui va être connectée à nous, ici à Lille. Je vais vous retrouver en duplex. Bonjour, Angélique. Bonjour. Le jour sans fin, c'est celui de l'intrusion du monde professionnel dans la vie personnelle. Est-ce que ça induit une perte de repères de votre point de vue ? D'abord, je voudrais dire que ce plateau est remarquable et qu'en réalité, tout a déjà été vraiment dit depuis maintenant plus d'une demi-heure. On apprend toujours beaucoup des militaires, et tout ce qui a été dit depuis une demi-heure, c'est aux travaux d'un monsieur qui s'appelle Will Schut, il a dit que les composantes pour une équipe performante, ça avait à voir avec la capacité pour chaque individu de faire sa part dans le collectif, et faire sa part parce qu'on lui dit exactement ce qu'il a à faire et comment il doit le faire, et puis aussi faire sa part en disant ce qui pose problème pour pouvoir le traiter. Et donc, du coup, à aujourd'hui, on est dans un rapport de force qui s'inverse ou qui s'équilibre, je ne saurais vous dire pour vous répondre, mais en tout cas dans une forme de réciprocité où je suis chez moi et à distance de mon lieu de travail, mais je reste contributive parce que je suis agissant, parce que mon entreprise me donne l'espace de résonance pour être agissant et changer des choses. Et donc, quand on peut avoir l'occasion, c'est le cas pour moi, j'arrive à établir un équilibre entre confiné et déconfiné. Je suis chez moi au service de l'entreprise, je suis en entreprise et je peux mener mes affaires un peu plus personnelles. On est dans un espace-temps qui se dilue et dans un espace géographique qui se dilue aussi, avec un lien de réciprocité qui s'installe dans une confiance gagnant-gagnant, employeur-employé. Si on parle de reconnexion de l'action au sens, est-ce que ça implique de prioriser différemment les objectifs et finalement de requalifier, reclarifier les plans d'action
pour un manager? Alors, la question du sens, elle est au cœur, en effet, de la cohésion. Et le rôle, en tout cas de manager par rapport au sens, c'est de veiller que chaque action qui est conduite par l'individu là où il est, soit présent dans l'entreprise ou qu'il ne le soit pas, soit bien contributrice. Donc, reprioriser les objectifs, peut-être, au regard de la crise sanitaire qu'on traverse et de l'impact qu'elle va avoir sur les économies et sur les ambitions des personnes morales qui peuvent arriver d'accompagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer les conditions pour que le collaborateur lui-même soit capable d'auto-évaluer si ce qu'il fait, parce qu'il est à distance et pas en capacité d'interagir avec son manager, qu'il soit en capacité d'auto-évaluer si ce qu'il fait contribue au bien commun et contribue à cette quête de sens qui est aujourd'hui, on va dire, réglementée par la fameuse loi Pacte. Ce que vous dites, c'est crucial, c'est que en fait, on constate que la cohésion, elle est bien plus forte, par exemple, dans des entreprises où le sens n'est pas à discuter. Il m'arrive d'accompagner des groupes agroalimentaires. On a une cohésion très forte des collaborateurs, en particulier dans le premier confinement, qui étaient investis de ce rôle de continuer à alimenter la supply chain. Donc chacun, dans ce cas-là, se vit comme chacun se vit comme le maillon d'une chaîne vers un sens collectif commun, c'est ça? Et le rôle du manager, c'est de finalement que chacun trouve sa place en tant que maillon de cette chaîne, ce qu'on trouve très fort dans l'agroalimentaire, comme vous le dites. Dans l'agro, mais c'est pareil dans d'autres industries. Et ce que vous dites, c'est crucial. Ça s'est vu dans les enquêtes auprès de dirigeants sur la cartographie des risques qui a bougé depuis le mois d'août. Au mois d'août, on avait des cartographies qui étaient très centrées sur les risques environnementaux pour les entreprises. Et depuis le mois de septembre, on a une cartographie qui a bougé avec un focus sur le continuum de la supply chain et sur l'évasion des talents, le deuxième étant le premier dans les priorités des dirigeants. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, ce qui préoccupe, c'est la préservation des talents et le momentum de la supply chain. Est-ce que dans ce jour sans fin, on ne se retrouve pas finalement face à une forme d'exercice de vérité pour le manager? Celui qui est mauvais ne peut pas se permettre d'être mauvais comme il l'était avant. Et donc le paradoxe aurait été qu'il aurait été mauvais tout en étant présent, et que personne ne l'avait fait. En tout cas, ce que je pense, c'est que si dans un temps d'avant présentiel, les managers faisaient parfois l'économie de l'animation de leurs équipes, votre équipe, que je disais tout à l'heure, qui est issue de l'observation de population du Paris, ça vous dit tout dire. Chaque collaborateur ait sa place, fait ce qu'il a à faire et est en capacité de dire ce qu'il n'a pas. Si hier le manager faisait l'économie de ça, dans la période qu'on est en train de traverser, ça n'est plus une option. C'est-à-dire que le rôle du manager, c'est au day-to-day de toujours clarifier ce qui est attendu, de vérifier avec le collaborateur la conscience qu'il a que son action contribue au bien commun, de la rendre visible de tous, et de créer les conditions qu'il soit agissant. Agissant parce que c'est dans l'action qu'il sait qu'il existe et que malheureusement, dans ces temps de confinement ou confinement, eh bien, on n'est plus agissant que dans son entreprise. On ne peut plus être agissant dans la salle de sport, on ne peut plus être agissant dans son club de théâtre, dans sa chorale ou dans sa communauté religieuse. Le seul espace où on peut encore être agissant, quand l'entreprise le permet au regard de son activité, c'est l'entreprise. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin de ce focus. Merci, Angélique Guettier. Merci. On va marquer une pause. On se retrouve à 16h30 pour notre 4e et dernier focus de cette journée qui sera consacré aux enseignements de la crise sur l'art de décider. À tout de suite.